Bon, merci. Bon, je vais parler de la situation de la résistance à Plasmodium falciparum au Nigeria, et beaucoup plus dans le cadre où, pour essayer d'illustrer comment nous avons utilisé les marqueurs moléculaires pour pouvoir, les marqueurs moléculaires, la susceptibilité des parasites in vitro, et puis la pharmacocinétique, c'est-à-dire que le taux sanguin de médicaments, pour pouvoir définir la résistance aux antipaludiques nigériens, et comment nous avons pu utiliser ces données en collaboration avec le Programme national de santé de lutte contre le paludisme pour pouvoir guider la politique nationale au Nigeria. Déjà pour présenter la situation du paludisme au Nigeria, je sais, vous tous vous connaissez ça, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Je crois que c'est environ un Africain sur 4 Nigérians, donc 160 millions d'habitants. Quand on dit que 90% des enfants en Afrique meurent de paludisme, et puis ça s'évalue entre 1 million et 2 millions, vous pouvez imaginer à un seul moment la figure seulement dans un seul pays. Ça c'est en 2002, et puis je crois qu'au dernier niveau on disait que la situation n'est vraiment pas en train de s'améliorer. Donc on parlait autour de 400 000, donc ça signifie qu'on est en train de parler de plus du tiers de tous les enfants qui meurent dans les régions endémiques, concentrés dans un seul pays. Et ça c'est le nombre de cas reportés. Et bien entendu, la chimio-résistance est un problème sérieux. Bon, ici, c'est juste pour vous montrer ce qui s'est passé au fil des ans. Nous avons travaillé avec ce gouvernement au fil des ans, mais c'est juste pour vous montrer comment nous, on a fait le monitoring, et au fil des ans, on pouvait constater, n'est-ce pas, la décroissance en efficacité ou la croissance en la chimio-résistance par rapport à la majorité des molécules qu'on utilise dans ce pays. Vous pouvez voir, par exemple, pour la chloroquine, dans les années 90, on avait encore 100%, n'est-ce pas, de succès thérapeutique. Vers les années 2004, on était déjà à 43%. Et la même chose... Hein? Non, au départ, dans les années 92, c'était encore on parlait encore de 14 jours. Mais en 2004, on parlait déjà des effets de 28 jours. Donc, les protocoles ne sont pas énormes, mais seulement si on fait un truc de 28 jours en 2004 et on a 43%, ça signifie que, en fait, si on regardait à ce moment, peut-être que ça aurait été beaucoup plus que ça. Et c'est la même chose, par exemple, pour la sulfadoxine pyrimétamine et puis pour la lofentrine. Mais ce qui est bizarre par rapport à ce pays, c'est que lorsque la molécule appelée mefloquine avait été synthétisée pour l'armée américaine aux États-Unis, elle avait été testée dans des sites africains, et puis on s'est rendu compte qu'au Nigeria, bizarrement, des parasites étaient résistants à cette molécule qui est pourtant très puissante. Donc c'était une résistance innée qui, jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ne s'explique pas. Bon, et ça c'est brièvement, dommage, ma caméra je ne l'ai pas amenée, bon, je vous aurais montré les photos, mais ça c'est juste la carte du Nigeria, c'est pour vous dire exactement là où nous sommes situés. La fameuse ville de Lagos avec ses 20 millions d'habitants est quelque part ici, et nous sommes environ à une heure et demie de cette ville, et c'est là où nous bossons. Comme nous travaillons au sein de l'université, donc nous travaillons avec le comité d'éthique, et puis nous avons l'obligation de recevoir, par exemple, l'éthique à la fois au Nigeria et à Harvard. Donc ça c'est une obligation pour tous les projets que nous faisons, qu'on reçoive, n'est-ce pas, qu'on approuve le protocole d'éthique. Bon, ça c'est juste pour vous montrer comment au fil des ans, ça c'est le protocole que nous suivons au fil des ans, et pendant que les molécules changent, on adapte seulement le protocole en fonction des molécules. Donc maintenant au Nigeria, on utilise l'artesunate et la modoaquine, et ça c'est un pays qui a les deux combinaisons sont utilisées en première ligne. Donc c'est deux molécules qui sont utilisées en première ligne. Donc lorsque nous organisons des études, on enrôle des patients, et puis généralement on fait souvent c'est un randomisé, comment on fait? C'est randomisé, c'est ça? Un essai randomisé, voilà. Et certains sont traités avec l'artesunate et amodoaquine, tandis que d'autres sont traités avec l'arteméter en lumefantrine. Et ce que nous faisons habituellement, c'est que nous récupérons les spécimens pour à la fois les essais in vitro, nous récupérons les spécimens pour les analyses pharmacocinétiques, c'est-à-dire pour déterminer la concentration sanguine dans tous les spécimens. Nous le faisons avant la thérapie.
et pendant le suivi, nous prenons certains spécimens et pendant le suivi aussi, nous faisons le génotypage. Ici, dans la plupart des cas, nous faisons MSP2 parce qu'au départ, lorsque nous étions arrivés, on avait essayé de faire une étude de la population génétique du plasmodium dans l'environnement consistamment au bout des années, et on s'est rendu compte que lorsqu'on faisait des analyses, c'était, n'est-ce pas, les blocs polymorphiques de MSP2 qui nous donnaient beaucoup plus d'informations en termes de diversité de population. Donc, nous avons dit, bon, pour le cas de nos études, on fait beaucoup plus MSP2, mais lorsque c'est ambigu, on fait également MSP1 et GLUB. Dans le cas des études que nous menons maintenant, nous regardons à la fois les polymorphismes avec PSCRT, PFMD1, et puis il y a une série de gènes de transport qui existent dans le plasmodium que nous sommes en train de poursuivre parce que nous avons l'impression que ce sont des gènes qui sont importants, qui pourraient être importants dans le mécanisme de résistance, par exemple aux artémisinines. Et bon, j'en parlerai un peu de ça plus tard. Et puis évidemment, lorsque nous trouvons des trucs, dans la plupart des cas, nous séquençons pour confirmer la présence des mutations ponctuelles. Et en fin de compte, nous faisons aussi sur place de la RFP pour identifier les mutations, et c'est ce que je disais. Donc nous adaptons pour chaque antipalédique ou bien pour chaque mutation qu'il faut détecter. Nous avons mis sur pied à chaque fois des méthodes pour pouvoir détecter cela sur le plan local. Parce qu'on tient compte du fait qu'il n'y a pas de séquenceur et qu'il faudrait donner la latitude aux gens qui travaillent sur place de pouvoir faire ça. Et en fin de compte, on rentre tout cela dans une banque de données et on essaye de voir quels sont les paramètres qui peuvent nous permettre de prédire exactement les échecs thérapeutiques en fonction de toutes les données que nous avons recueillies chez les patients. Bon. Et j'ai pris cette lame, ça c'est l'une des lames, j'ai pris cette lame exactement pour expliquer quelque chose que Carole a décrit hier, c'est-à-dire comment distinguer entre la recrudescence et les réinfections. Bon, et j'ai pris cette lame particulièrement parce que le scénario vraiment est différent lorsque vous allez d'un endroit où la transmission est faible à un endroit où la transmission est forte. Dans les endroits de faible transmission, c'est facile de prendre une lame à Ju0 et puis, ou bien à Ju28 et faire des électrophorèses, faire des PCR des électrophorèses et puis comparer. Mais là, dans les endroits où la transmission est forte, c'est un peu beaucoup plus compliqué que ça. Parce que si vous avez des molécules qui sont fortement, c'est-à-dire qui sont métabolisées rapidement, il y a de fortes chances que, entre-temps, parce que la transmission est forte dans cet environnement, des gens peuvent être soit infectés par des nouveaux parasites, ou bien il y a des parasites qui sont séquestrés dans le système endothélial du patient au moment où vous êtes en train de faire les lames, qui ne sont pas là, et qui apparaissent plus tard. Et si vous êtes en train de regarder, par exemple, vos lames à Ju0 et le jour de recrudescence, vous voyez des nouveaux parasites et vous vous dites, oh ben tiens, ça c'est des cas de réinfection. Et ça, je pense que par exemple, regardez ce cas, ça c'est un patient au Ju0 qui a un seul clone. Au Ju21, il a un clone différent. On va tous dire que ça c'est un cas de réinfection, parce que c'est clair, les clones sont complètement, les tailles sont différentes. Mais si vous regardez ce patient, qui au Ju0 présente un clone, au Ju3, au Ju14, quand on regardait le même patient, il avait deux clones. Et là, c'était un peu ambigu, parce que la question était, mais comment est-ce qu'on a deux clones? Et ce que nous faisons généralement, c'est qu'on rentre, quand on a ce cas d'ambiguïté, on rentre, parce qu'on fait les blood spots, les papiers filtres, tous les jours. On rentre donc habituellement 1, 2 ou 3 jours, 1 ou 2 jours après, le premier papier filtre, et on fait un extrait et on essaie de faire l'électrophorèse. Donc dans ce cas, par exemple, ceci nous avait permis, par exemple, de pouvoir juguler et comprendre que ça, chez ce patient, ce parasite, par exemple, n'était pas là le jour où on a fait la première goutte, mais 2 jours après, c'est apparu dans le système, et tu pouvais le voir 14 jours par la suite. Donc ça te permet de dire que bien que ceci est en désaccord, tu as au moins une preuve ici, on a au moins une preuve ici là que ça c'est des parasites qui sont résistants. Ça c'était le cas de la chloroquine. Donc c'était juste en passant. Bon, ici c'est juste pour vous montrer que par rapport aux analyses in vitro, pour chaque spécimen que nous prenons chez les patients,
parce qu'on fait cela dans les plaques, on a la possibilité, n'est-ce pas, de regarder la susceptibilité des parasites, c'est-à-dire que des parasites que vous avez pris chez un seul patient à plusieurs antimalariques. Donc, et avec ça, par exemple, on peut déterminer la sensibilité, par exemple, à la chloroquine, ou bien à la modiaquine, ou bien à la quinine, ou bien à la sulfadoxine pyrimétamine. Donc, ça nous permet au bout de temps, c'est-à-dire au fil des ans, n'est-ce pas, de pouvoir assurer le monitoring des parasites par rapport aux molécules. Bon, et cette lame, je l'ai sortie également pour vous faire comprendre que, par exemple, le mécanisme de résistance, ou bien les gènes qui sont impliqués, ou bien qui sont utilisés comme marqueurs moléculaires, vraiment varient d'une région endémique à une autre, ou bien d'un pays à un autre, parce que, dépendant de la fréquence de ces gènes, ils peuvent être des bons ou des mauvais marqueurs. Et ça, c'est juste une illustration. Ici, j'ai pris juste des patients parce que les infections là où nous sommes sont fortement polyclonales. Ça, c'est un exemple de patients qui ont des infections monoclonales, mais c'est juste pour vous montrer que l'épidémiologie varie énormément. Et si vous voyez ça, par exemple, avant d'utiliser ces marqueurs, il faut d'abord s'assurer que ces marqueurs peuvent être ces marqueurs peuvent être efficaces pour la prédiction, par exemple, des échecs thérapeutiques. Et lorsque vous prenez un truc, par exemple, comme la PFCRP, vous constatez que, par exemple, quoique, par exemple, le nombre de mutants est assez élevé dans une population donnée, et ça c'est le cas des infections monoclonales, c'est quand même assez bon, mais si vous prenez la PFMDR1 par exemple, parce que le nombre de mutants est relativement faible, c'est-à-dire sa valeur prédictive est un peu beaucoup plus élevée. Donc je crois que ça c'est juste pour dire que pour utiliser des marqueurs, il faut d'abord faire des études préliminaires, par exemple, pour pouvoir s'assurer que ce sont des outils qui sont, reliable, des outils de confiance, voilà, des outils de confiance, pour pouvoir faire le monitoring. Et non, ça, je suis pas sûr de ça. Bon, et également, ça c'est l'un des trucs que nous avons fait avec les mêmes isolats qui étaient monoclonaux, c'était en effet de montrer que ces isolats, n'est-ce pas, bien que ces marqueurs, bien qu'ils sont sur des chromosomes différents, ont une certaine manière de coordonner, c'est-à-dire qu'ils ont une manière de coordonner pour pouvoir causer la résistance. Donc on a fait une association, ce qu'on appelle de linkage, pour pouvoir prouver qu'ils ont une façon de ségréguer c'est-à-dire c'est comme s'ils s'entendent. C'est-à-dire que chaque fois qu'un parasite est résistant, ils s'entendent pour être là. Donc, en fait, on appelle ça linkage association, c'est-à-dire que montrer qu'ils sont un genre d'association c'est comme s'ils se communiquent. Et ceci nous a permis de dire que nous avions besoin de ces deux marqueurs, contrairement à d'autres endroits où, par exemple, un marqueur est suffisant pour pouvoir faire le monitoring à la chloroquine. Et ça c'est pour vous montrer par exemple comment est-ce que la sélection, c'est-à-dire comment ces marqueurs sont importants et comment les parasites pendant les périodes de traitement avec la chloroquine étaient en train de sélectionner par exemple les allèles mutants ici des allèles mutants de PFMDR1 je crois. Et là c'était juste un truc qu'on a fait juste pour vous montrer que par exemple si vous prenez ça c'est le cas en recrudescence et vous regardez en enrôlement, c'est quoi? En recrutement, le nombre mutant, c'est 20, mais si vous regardez mutant, wild type ici, wild type mutant c'est 2, le nombre d'allèles mixtes qui étaient en enrôlement et que vous retrouvez pendant la recrudescence, c'est seulement 14. Mais il faut regarder le nombre, par exemple, c'est-à-dire le nombre de mutants, le nombre de mixtes allèles qu'on avait en enrôlement, qui sont devenus mutants, est devenu significatif. C'est-à-dire que vous avez un nombre de mixtes allèles au départ, et pendant que, si vous regardez ces allèles plus tard, vous allez trouver que ce nombre est devenu fortement mutant. Donc c'est juste qu'on appelle un 2x2 table, mais ça c'est pour vous montrer le pouvoir de la sélection que les parasites exercent sur ces allèles pendant les traitements. Bon, ça c'est le cas du PFMDR1.
Bon, l'autre truc, ce que je voudrais montrer ici sur cette lame, je ne sais pas si je devrais montrer ça, mais ça c'est juste pour montrer le profil pharmacocinétique pendant les traitements. Parce que nous prenons les spécimens à jour 0, jour 3, jour 7 et jour 14, jour 21 pendant toutes les périodes. Bon, et on essaie de regarder par exemple le taux sanguin de chloroquine chez les enfants, c'est-à-dire qu'avant l'enrôlement, pendant la thérapie. Et on essaie de voir est-ce que le taux sanguin qu'on trouvait chez les enfants avant la thérapie avait un effet sur le traitement, ou bien comment, le outcome, sur le outcome, sur le treatment, sur l'issue thérapeutique. Et on se rend compte que, malgré le fait que beaucoup d'enfants, si vous regardez ici, ça c'est la concentration en chloroquine en microgrammes par microlitre, ça c'est déjà à l'enrôlement. Tous ces enfants ont une quantité qui n'est pas négligeable de chloroquine dans leur sang, mais seulement ça n'a vraiment pas d'effet significatif sur le traitement, sur l'issue clinique. Donc ça signifie que ces parasites, mais ça, bien que les enfants aient pris des parasites, pris de la chloroquine même avant de venir à l'hôpital, si vous ajoutez des doses de chloroquine, ça ne change vraiment pas grand chose, parce que les parasites, franchement, s'ils sont résistants, ils sont résistants. Bon, et ça c'était juste pour vous montrer par exemple le taux, on décrit ici la concentration de chloroquine chez les enfants pendant la période de suivi, et ça c'est également pour vous dire que par exemple la concentration de chloroquine, ça pique après peut-être vers le jour 3 ou 4, parce que c'est là où vous commencez au jour 0, vous donnez une molécule, ça suit bien le profil pharmacocinétique, mais seulement, c'est encore pour vous dire que chez les enfants par exemple qui ont une réponse clinique adéquate, le taux est un peu plus élevé, mais seulement ce n'est pas significatif. Bon, ça c'est une lame un peu intéressante, et ça également c'est pour vous montrer le processus de sélection des allèles PFCRT et PFMDR1, c'est-à-dire que si vous prenez des enfants qui sont infectés avec le paludisme, et ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait les gamétocytes, on compte les gamétocytes. Parce que les gamétocytes, en fait, ce sont ceux qui sont impliqués dans la transmission. Donc, c'est eux qui sont en fait sélectionnés et qui seront transmis chez les moustiques. Et si vous regardez les gamétocytes, vous passez là, ici, si vous suivez cette courbe, ça, c'est le taux, c'est-à-dire que lorsque vous regardez ça, c'est le taux sanguin de chloroquine. Et si vous regardez ça, vous regardez là, ça c'est les gamétocytes. Chez les parasites qui sont chloroquino-résistants, mais seulement le background est blanc, ici, ça c'est les gamétocytes chez les parasites qui sont chloroquino-sensibles. Donc c'est pour vous dire que les gamétocytes chez les parasites chloroquino-résistants survivent bien et au-dessus, parce qu'on avait pu établir ce qu'on appelle une concentration inhibitrice minimale de chloroquine, c'est-à-dire que la concentration au-dessus de laquelle tu espères un parasite ne pas survivre, les parasites qui sont infectés avec les parasites chloroquino-résistants survivent bien au-delà de cette concentration et avec le temps sont en train de disparaître. Et lorsque nous avons fait le typage des gamétocytes, à ce jour, on se rend compte que les gamétocytes c'est-à-dire que le pourcentage de gamétocytes qui avait l'allèle mutant PFCRT et l'allèle mutant PFMD1 est fortement élevé. Donc ça, il y a un problème de lessivage, mais seulement lorsque ces deux allèles sont présents chez les parasites, les gamétocytes qui proviennent des parasites chloroquino-résistants survivent bien en présence des parasites qui sont en présence d'un taux d'un taux sanguin. Et ça également, ça c'est assez intéressant pour vous montrer que par exemple, lorsque vous prenez des enfants, ils ont plusieurs clones de parasites dans le sang, vous administrez la chloroquine, vous constatez que la chloroquine agit, la clonalité baisse. Ici, on a environ 2,2 ou 2,3 clones au jour 7, et ça c'est à ce moment où le taux de gamétocytes est le plus élevé. Et si vous faites le typage des gamétocytes comme on avait fait à ce jour, vous constatez que ceux qui sont sensibles vers le jour 7, ils sont complètement détruits par la chloroquine, mais les parasites chloroquino-résistants, vous voyez la clonalité baisse, et après le jour 7, ça reprend. Donc ça c'était par définition pour prouver que bon, nous avons des parasites qui sont résistants, et lorsqu'ils sont en présence de chloroquine, ils survivent
ils se transforment en gamétocytes et d'une façon ou d'une autre, ils assurent leur pérennisation. Bon, ici je vais passer rapidement, ça c'est juste pour montrer que bon, on avait fait des études pilotes, on avait une certaine fréquence des allèles de DHFR, DHPS. Ben ici ça c'est pour montrer effectivement, c'est juste pour étayer ce que Carole a présenté hier, pour vous dire que lorsqu'on utilise des marqueurs moléculaires, il faut tenir fortement compte de quelque chose qui, dans des régions endémiques, il ne faut pas ignorer, c'est l'humidité. Ici, par exemple, lorsque nous avions regardé, on avait le triple DHFR, c'est-à-dire que lorsqu'on avait l'accumulation des mutations 108, 51 et 59, et on faisait dans des associations entre la fréquence de ces mutations et l'échec thérapeutique, et si vous regardez, ça c'était les enfants de moins de 5 ans, c'était fortement significatif, mais si on regardait chez les enfants de plus de 5 ans, il n'y avait plus d'association entre la présence de ces triples mutants et le traitement clinique. Donc ce qui faisait que l'explication était simple, c'était que chez ces enfants qui avaient plus de 5 ans, le système immunitaire jouait un rôle important pour pouvoir éliminer les parasites qui étaient triple mutants, et ce n'était pas fortement positif. Mais par contre, lorsque on voyait des patients qui avaient des parasites qui avaient une accumulation de 5 mutants, c'est-à-dire des 5 mutations, c'est-à-dire on avait le DHFR, les 3 DHFR et les 2 mutations du DHPS, à ce moment-là, l'âge n'était vraiment plus important parce que les parasites étaient fortement résistants et peu importe l'âge du patient, ils échouent la thérapie. Donc, au moment où nous faisions ces études et nous avions ces données, il y avait un problème de tergiversation au Nigeria, et nous avions, avec ces données, nous avions dit, parce que le gouvernement savait quelle politique adopter, et nous avions proposé, d'accord, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt de changer si vous n'êtes pas prêt de changer de thérapie, n'est-ce pas, assurez-vous que vous changez la thérapie, ne serait-ce que pour les enfants de l'âge de moins de 5 ans, parce qu'au moins les nouvelles molécules pourraient sauver ces enfants, mais ceux au-dessus de l'âge de 5 ans, si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours continuer à leur donner la chloroquine, parce que leur système immunitaire pouvait aider. Mais ça c'était juste en passant. Bon, en fait, on avait aussi défini Genotype Failure Index, et ça avait permis le monitoring dans d'autres sites. Ça, c'est juste pour montrer un site. Donc, avec cela, ça nous a permis de définir dans notre site au fil des années pour savoir si vraiment le mécanisme de la chimio-résistance était en train d'augmenter. Ici, je parlerai seulement, ça c'était une étude que nous avions fait. C'était au moment où il y avait tergiversation dans le pays pour savoir quelle molécule il faut utiliser pour combiner à l'artesunate dans le cadre de la combinaison thérapeutique. Le gouvernement nigérian nous avait contacté, on a fait une étude de baseline pour savoir quelle était la prévalence, parce que la modiakine n'était pas utilisée dans ce pays, donc il fallait déterminer la prévalence par exemple des traitements cliniques, des échecs cliniques dans le pays. On a aussi fait des études in vitro, donc c'était encore bien. En fait, on s'est rendu compte que dans les années 90, la modiakine avait un cure rate à l'époque à un taux de succès de 100%. Mais seulement lorsqu'on a fait ces études, on avait trouvé un taux d'échec thérapeutique d'environ déjà 13%. Donc ça, c'était déjà inquiétant. Et on se demandait dans la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire si on a déjà une molécule qui veut être combinée avec l'artesunate, qui a un taux d'échec de 13%, il faudrait qu'on mette sur pied une méthode pour pouvoir faire le monitoring de ces combinaisons. Et nous avons tenu compte, donc on s'est rendu compte, en tenant compte du fait que, par exemple, la modiakine partage sa formule structurelle est très reliée à celle de la chloroquine. Le mécanisme d'action est presque similaire à celui de la chloroquine. Donc nous avons émis l'hypothèse selon laquelle, si ces deux molécules sont structurellement reliées et ont un mécanisme d'action qui est similaire, donc il est possible que le mécanisme de résistance soit plus ou moins similaire. Donc nous sommes partis donc sur cette base, et nous avons donc essayé de voir si il pouvait avoir une association quelconque entre, par exemple, PFCRT et PFMD1 sur lesquels nous avions travaillé auparavant, et les échecs thérapeutiques à la modiakine. Et ça, c'est juste pour déterminer la fréquence de ces molécules dans la population. Et ici, c'était évident que parce que nous avions un taux de PFCRT qui était élevé, il n'y avait vraiment pas d'association entre la PFCRT seule
et l'échec thérapeutique. Mais par contre, il y avait une association entre les mutations PFMDR1 et les échecs thérapeutiques, et ceci peut s'expliquer simplement par le fait que le nombre de mutants PFCRT est largement supérieur au nombre de mutants PFMDR1 dans nos populations. Mais par contre, lorsqu'on essayait de combiner les deux mutations, prendre les patients qui avaient la combinaison des deux mutations, ça devenait beaucoup plus prédictif. Donc, il était possible qu'on puisse combiner ces deux mutations pour pouvoir faire de la surveillance par rapport à la molécule. Et ici également, ça c'était juste pour vous montrer par exemple la sélection de ces allèles, et ça c'est pour vous montrer, ça c'est la fréquence de ces allèles à l'enrôlement et chez les patients qui échouent la thérapie. Et on se rend compte que par exemple les mutants sont fortement sélectionnés parce que les mutants PFCRT sont déjà fortement en présence dans la population. Il y avait une sélection mais qui n'était pas vraiment significative, et lorsqu'on utilisait donc les deux mutants, on trouvait donc qu'il y avait une très forte sélection, qu'il y avait une forte sélection des deux mutants, et ils étaient aussi prédictrices de l'échec thérapeutique. Mais ce que nous sommes rendus compte également, que malgré le fait qu'il y avait des patients qui avaient ces deux mutations, ils étaient en train ils étaient en train de résoudre leurs infections, malgré le fait qu'ils avaient des mutations. Et donc on s'est mis à regarder par exemple quelle était la fréquence des doubles mutants, regarder la fréquence des doubles mutants en fonction de l'âge. Et on s'est rendu compte que par exemple, ceux qui, par exemple, avaient des doubles mutants et pouvaient résoudre leurs infections, c'était des enfants plus âgés. Donc, encore, le système immunitaire était très important pour la résolution des infections amodiaquino-résistantes chez les enfants qui étaient en âge un peu plus avancé. Et surprenant, nous avons trouvé que la fièvre était aussi un facteur qui permettait aux enfants, quoique ayant les parasites qui étaient double mutants, à résoudre ces infections. Et franchement, nous n'avons pas d'explication. C'est-à-dire qu'il suffisait que les enfants aient de fortes fièvres, et ils réussissaient avec cette forte fièvre, ils essayaient de résoudre les infections. Nous ne comprenons pas, nous ne savons pas pourquoi. Bon, après, en fait, ça c'est juste en passant. Bon, là, le prochain truc dont je vais parler, c'est juste pour faire comprendre aux gens que le monitoring, il faut le faire, mais il ne faut pas faire du monitoring ou bien la surveillance seulement à des molécules qui vous intéressent. Je crois que c'est aussi important de regarder des molécules qui ne sont pas utilisées dans le pays, parce que ça peut être des molécules sur lesquelles nous allons tomber plus tard, ou bien des molécules sur des molécules sur lesquelles nous pouvons tomber plus tard. Et dans la littérature, il avait toujours été pensé, il avait toujours été dit que parce que la malarone, par exemple, est une molécule qui n'est pas utilisée en Afrique, qu'il est impossible de trouver des parasites résistants à la malarone dans le continent africain, et que les patients qui échouent à la malarone sont toujours des expatriés qui viennent en Afrique, qui sont sur traitement, et qui sont sur traitement, et il était entendu, entre parenthèses, que c'est la malarone en fait qui est quelque part mutagénique d'après ce que certaines personnes ont écrit, et c'est la malarone qui cause les mutations, que les parasites sont de source sauvage partout en Afrique. Donc nous avons entrepris de regarder dans le sens, c'est-à-dire une étude collaborative entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Far West, comme je vais appeler. Donc nous avons regardé au Malawi, au Nigeria et puis au Sénégal. Et ce qui était surprenant, c'est que nous regardions la seule mutation qui est impliquée dans le phénomène de résistance à la malarone. Et nous avons mis sur pied encore, comme je le disais auparavant, nous avons mis sur pied une technique de PCR-RFP pour pouvoir détecter les parasites mutants. Et ça, c'est juste pour montrer par exemple qu'encore, ici, ça détermine un parasite de souche sauvage. Cette taille, ça c'est la taille d'une souche sauvage, et 174 paires de base, c'est la taille du mutant. Et ça, c'est pour montrer qu'encore, chez des individus qui n'ont jamais été exposés à un médicament, on trouve déjà des infections qui sont mixtes. On trouve ici des infections mutantes et des infections sauvages. Donc, pour
la toute première fois, et nous avions confirmé ceci en faisant le séquençage de tous les parasites qui avaient montré ce profil, et puis cette mutation était évidemment présente. Donc pour la première fois, nous démontrons qu'en Afrique, il y a des parasites qui ont ces mutations, même dans les populations sauvages qui n'ont jamais été exposées à ces médicaments. Et c'est à ce niveau qu'il faut aussi maintenant commencer à penser l'interaction entre les maladies. N'oublions pas que par exemple en Afrique, dans beaucoup de nos pays, le HIV et le paludisme sont des maladies maintenant presque endémiques. Donc l'une des possibilités pour lesquelles nous observons ceci, c'est possible que par exemple les patients de HIV, les patients qui sont infectés avec l'HIV, qui font par exemple des infections de pneumocystis carinii, voilà, et qui réagissent au sulfadrol, le traitement alternatif, c'est souvent la tobacco. Donc, il est possible que, en traitant des patients pour une infection autre que le paludisme, d'une façon directe ou indirecte, dans un environnement où la transmission est intense et dans un environnement où ces patients peuvent être co-infectés, il y a possibilité, on n'est pas très sûr qu'il y ait co-infection, qu'il y ait sélection des parasites qui sont résistants à des molécules qui ne sont même pas utilisées dans notre contexte. Bon, ça c'est un résumé, je vais passer là-dessus. Bon, maintenant, ceci étant dit, nous sommes maintenant dans une autre ère où on parle tous de combinaisons thérapiques, on parle plus de la chloroquine, on parle plus de la sulfadoxythyrémétamine, mais maintenant on parle des ACT. Et la question c'est quels sont les marqueurs, quels marqueurs pour les ACT. Donc, nous avions dans notre laboratoire décidé de poursuivre ce qu'on appelle les transporteurs, nous pensons que les transporteurs peuvent être importants dans le transport des molécules, des molécules, c'est-à-dire des drogues, de l'extérieur à leur cible. Donc par conséquent, on se dit que c'est possible que ces transporteurs jouent un rôle important parce qu'il a été prouvé dans le passé que pratiquement toutes les molécules qui sont impliquées dans le traitement du paludisme, à part la sulfadoxythyrémétamine, les transporteurs sont des molécules sont importantes dans les mécanismes de résistance. Donc nous sommes allés dans la banque de données du génome et nous avons sélectionné ces transporteurs en addition de PF et TPS6 et nous nous sommes dit on va regarder ces transporteurs et on va investiguer ces transporteurs et voir si jamais ils sont impliqués dans le mécanisme de résistance par rapport aux dérivés artémisinines. Ça c'est notre protocole d'étude. Nous regardons à la fois les polymorphismes, c'est-à-dire que les mutations ponctuelles, et nous regardons aussi l'expression génétique, c'est-à-dire que l'expression génétique de ces transporteurs potentiels, pour voir si soit le nombre de copies, soit l'expression génétique est modifiée pendant le traitement, et on va en fait coller toutes les données et voir. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que nous avons un protocole dans lequel on donne des médicaments et pendant des moments donnés, nous récupérons le sang chez des enfants qui sont infectés et qui ont des médicaments. Le but, ce serait de regarder à des différents temps si par exemple, au niveau de l'expression génétique, lorsque le patient a pris les médicaments, s'il y a des changements au niveau de l'expression génétique des parasites à ce moment-là. Parce qu'on ne sait pas, on est en train de chercher. Et pour faire ce genre d'expérience, on a besoin des contrôles. Et le contrôle dont nous avions besoin, c'était quoi? On avait besoin d'un parasite qui est résistant à la pénicilline. Donc, pour pouvoir dire que par exemple, voici le processus de résistance à la pénicilline, il vous faut déjà un parasite qui est résistant à la pénicilline pour l'utiliser comme contrôle par rapport aux isolats de terrain. Donc ce que nous y avions fait, nous avons pris du temps, pendant une période d'environ 8 à 9 mois, à induire la pression médicamenteuse de la pénicilline à une souche de parasite que vous connaissez tous, c'est la souche W2, qui est une souche qui est fortement résistante à la chloroquine, mais très susceptible à la méfloquine. Et ça a pris ce temps de pouvoir monter la pression médicamenteuse, et pendant qu'on montait la pression, on s'assurait que à chaque fois on congèle
et on décongèle pour s'assurer que le phénotype que nous avions était stable. Donc, on est à un niveau où nous avons les parasites. Nous sommes à ce point où on a un parasite qui est stable à cette concentration d'artémisinine et les investigations en fait sont en train de continuer. Autre chose que je voulais montrer ici, c'est que lorsque le coartem a été introduit, on a fait des études pour pouvoir voir ce qui se passe. C'est bien défini in vitro que les allèles sauvages de PFMDR1 sont sélectionnés par le coartem, sont résistants au coartem, rendent la lumefantrine, sont moins susceptibles à la lumefantrine in vitro. Et on voulait voir ce qui se passe in vivo. On a fait une étude où le taux d'échec thérapeutique par rapport au coartem n'est pas élevé, mais seulement on s'est rendu compte que le taux de réinfection était élevé et il y avait très peu d'échecs thérapeutiques. Mais curieusement, on se rend compte qu'il y a une sélection par exemple des allèles. Si vous regardez ça, c'est la présence des allèles au J0, mais ça c'est une étude qui a été faite pendant 42 jours. Donc les patients qui échouaient entre J28 et J48 avaient une fréquence beaucoup plus élevée de cet allèle de PFCRT. Ils avaient une fréquence beaucoup de cet allèle de PFMDR1, tandis que les autres allèles étaient en fait en train de diminuer. Et par analyse statistique, ça c'était important. Donc, ça confirme le fait que lorsque vous donnez du coartem, parce que l'artémisinine a un taux est rapidement métabolisé, donc la lumefantrine qui reste dans le système sanguin, parce qu'il est moins rapidement métabolisé, assure une certaine sélection, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, des souches sensibles. Donc, peut-être qu'on sera on est dans un scénario où, en utilisant le coartem, on est en train de favoriser, par exemple, l'utilisation de la chloroquine plus tard, parce que ça c'était des souches qui étaient, ça c'est des allèles de sensibilité à la chloroquine. Donc, mais ça c'est pas bon pour le coartem parce que si ça continue comme ça, avec du temps, on risque de se rendre compte que les échecs thérapeutiques risquent d'augmenter. L'allèle 184 par exemple, ça aussi on constate une sélection de l'allèle 184 qui est, ça c'est l'allèle, comment je dis, l'allèle sauvage, ça c'est l'allèle mutant. Donc on constate ça c'est au J0, mais regardez, quand les infections sont en train de revenir, entre J28 et J42, il y a aussi cette forte sélection. Mais par contre, il y a des gens ont dit que l'allèle sauvage de la 1246 était fortement sélectionné, mais seulement nous n'observons pas ça parce que cet allèle franchement n'existe pas en grande, c'est-à-dire que l'allèle mutante n'existe pas en grande proportion dans notre population et pour nous c'était une surprise parce qu'au fil des ans nous n'avions pas vu l'allèle 1246 jusqu'à après que la molécule soit introduite dans le pays les 2 dernières années. Bon, ça c'est juste pour vous montrer que par exemple, l'un des transporteurs par exemple que nous étions en train d'investiguer, nous avons trouvé chez ces transporteurs par exemple, ça c'est la souche 3D7, mais nous avons déjà trouvé chez ce transporteur une mutation, et ça c'est après avoir séquencé ces allèles à plusieurs reprises. Donc nous trouvons, c'est-à-dire une mutation ponctuelle chez certains parasites. Et je peux vous dire que tous les parasites qui ont cette mutation montrent déjà une certaine réduction à la susceptibilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un départ, les parasites ne sont pas résistants, mais c'est un départ déjà à la très forte sensibilité que nous observions par rapport aux dérivés artémisinine in vitro. Bon, et une autre chose que nous avons observé, c'est que nous avions des parasites, c'est dommage que ça ne sort pas très bien, j'ai coupé, je l'ai mis, mais c'est juste pour vous montrer, nous avions des parasites d'Afrique, oui, c'est un peu mieux, nous avions des parasites d'Afrique et ceux d'Amérique latine, et nous regardions dans la présence de ces dans le même transporteur que je vous ai montré tout à l'heure, et
Ça, et nous avons trouvé dans des SNP, c'est chez transporteurs, et dans les parasites africains, en addition de ce que je vous ai montré tout à l'heure, à la position 240, où il y a une valine qui change en leucine, il y avait à la position 263 un autre SNP, mais cette fois-là, ce SNP, c'est-à-dire que quand on faisait l'analyse phylogénique, le SNP que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que le polymorphisme, le nucléotide, de changement nucléotidique que je vous ai montré tout à l'heure, formait ce qu'on appelle un cluster. Comment on appelle un cluster, ce ministre? Voilà. Formait un cluster avec les parasites latino-américains. Tout ce que vous voyez là, BR, c'est les parasites latino-américains. Ça, c'est les parasites brésiliens. Ils forment tous un cluster. Il est bien vrai qu'ici, par exemple, c'est là où il y a le SNP que je vous ai montré tout à l'heure. Mais seulement, tous ces parasites forment un cluster. Mais ça, c'est un nouveau SNP qu'on a trouvé, qui n'est pas dans la littérature, qui n'a jamais été reporté nulle part, et qui se retrouve seulement et uniquement parmi les parasites africains. Et ce qui est intéressant à propos de ce SNP, c'est que lorsque vous regardez encore la susceptibilité des parasites in vitro, la présence de ce SNP, par exemple, augmente encore l'IC50. Donc, ce qu'on se dit, ça c'est un seul gène, mais ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas encore atteint, n'est-ce pas, le stade où nous pouvons dire que bon, voici ce qui est responsable, mais il est évident, parce que j'ai d'autres données que je n'ai pas montrées ici, lorsqu'on regarde d'autres gènes comme G2 et puis G49, qui sont parmi la liste que je vous ai montrée, il y a des SNP, mais on est en train de faire des analyses. Donc, il est possible que ce soit sûrement un processus qui est multigénétique et que probablement, ou bien, probablement, il faudra plusieurs comment on dit, changements nucléotidiques dans plusieurs gènes, peut-être, si jamais il y a résistance à la pénicilline. Mais en passant, nous avons regardé par exemple au CERCA, c'est-à-dire il avait été reporté que le PF ATPase6 était d'une façon ou d'une autre impliqué dans la résistance aux artémisinines. Nous avons regardé, nous sommes rentrés dans des spécimens depuis dans les années 90, nous avons fait des centaines de spécimens, nous n'avons trouvé aucune souche mutante parmi ça. Donc c'est possible peut-être que nous n'avons pas ça, c'est possible que dans d'autres sites ça existe. Peut-être, comme je le dis, peut-être c'est un phénomène multigénétique. Mais seulement pour le moment, nous n'avons pas encore d'allèles résistantes ou bien d'allèles mutantes au PFCRT. Bon, et ça c'est la triste nouvelle. J'ai insisté pour montrer cette dame parce que ça c'est bien dommage. Nous sommes maintenant dans une situation un peu difficile. Ça c'est le résultat que nous avons généré entre le mois de décembre et le mois de janvier. Nous retrouvons maintenant en présence des patients qui ont des parasites qui sont multirésistants. Ça c'est un patient. Vous regardez son IC50, 63. Ça c'est un nanogramme par millilitre. Ça signifie que si vous transformez ceci en micromolaire, vous êtes en train de parler de l'ordre de 300. Le même patient, ici, est résistant à la méfloquine, parce que méfloquine c'est dans les environs de 8, ça c'est l'IC50 normal, entre 6 et 8. Ça c'est un patient qui est résistant. Le même patient a des parasites qui résistent à la méfloquine. Le même patient, ça c'est parasites qui sont avec un IC50 de 61,5 à la quinine. Le même patient avec un IC50 de près de 5000 par rapport à la tobacco. Et je peux continuer parce que le même patient a un IC50 de 3,2 par rapport au dérivé à pénicilline que nous avons fait 8. Et le même patient a un IC50 très fortement élevé pour la progonine et pour tefenoquine. Donc, je ne sais pas pour moi, j'ai juste voulu montrer ça, c'est pour dire qu'il faut faire la surveillance, mais ceci c'est pas très gai, parce que j'ai l'impression que si ce genre de parasite continue ça se propage dans la population, je ne sais pas où on est en train de partir. Sinon, merci. Oui, Nigeria.